Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à celles et ceux qui me rejoignent. Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps pour vous connecter. Alors, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, vous pouvez envoyer un petit message dans le… Vous avez vu que vous pouvez parler dans le chat, hein, il y a un Q&A en bas, vous pouvez mettre un petit commentaire si vous voulez. Donc, bienvenue à Nathalie, bienvenue à Sana. Si vous m'entendez bien, vous pouvez mettre un petit pouce, vous voyez, un petit pouce simplement dans le chat. Hein, comme ça, moi, je sais que vous m'entendez bien. OK. Donc, allez-y, mettez dans le chat. Vous avez soit Q&R, soit discussion. OK. Voilà, dites-moi simplement si vous m'entendez bien. Alors ici, oui, c'est parfait pour Sana. OK, donc dans Q&R. Alors, et dans discussion, vous pouvez éventuellement discuter aussi dans discussion. Alors, OK, ici, c'est bon. D'accord, ça marche. Parfait. Ici aussi, donc ça marche. OK, impeccable. Je vais encore attendre un petit peu le temps que d'autres personnes se connectent. Parce qu'en fait, il y a des personnes que je connais, il y a des personnes que je ne connais pas. Ce que je vais faire également, ah oui, on va attendre que tout le monde soit là, tant qu'à faire. Mais bon, après, encore une fois, la conférence est enregistrée. Je vais faire en sorte aussi de ne pas vous retenir trop longtemps. Je peux mettre vos caméras si vous voulez. Est-ce que vous en avez envie? Dites-moi simplement, parce que là, pour l'instant, vous pouvez simplement chatter. Est-ce que vous souhaitez que je vous invite à la caméra ou ne serait-ce qu'au son, éventuellement? Qu'est-ce qui vous arrange ou est-ce que vous préférez tout simplement rester spectateur et spectatrice et puis me poser vos questions ici, là, à la fin, éventuellement? Comme ça, moi, je fais un peu comme une conférence. On ne va pas faire de débat parce que si on fait un débat, ça va durer très longtemps. Et à ce moment-là, même vos questions, vous pourrez tout simplement les poser. OK, pas de préférence, OK. Vous pourrez les poser, si vous voulez, soit plus tard, quand vous me reverrez, ou soit tout simplement, par mail, quoi. Vous arriverez toujours à me poser, la question, que vous souhaitez. OK, donc là, on va encore attendre un petit peu ici, là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient venir. Alors, des fois, il y a des personnes qui ont des difficultés à se connecter, des personnes qui ont des difficultés… Alors, je regarde s'il n'y a pas des messages ici. Ouais, à se connecter. Et puis, parfois, il y en a qui ont d'autres difficultés, des retards. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même participer ici, là. OK, OK, OK. Bon, écoutez, on va rester comme ça. De toute façon, je vois tous ceux qui sont connectés là. OK, bon, alors, en fait, les deux personnes là qui sont ici, hop, ici, là, là. Bon, OK, donc il y en a quelques-uns, quelques-unes qui ne me connaissent pas. Donc, eh ben, en fait, ouais, c'est bon. Donc, je suis Antoine Sarrazin. Donc, il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas encore. Il y en a qui m'ont déjà rencontré, que ce soit en conférence, il y en a qui m'ont rencontré au cabinet, il y en a qui me connaissent. Donc, en fait, j'ai démarré avec le décodage biologique des maladies. Donc, c'est un petit peu là-dedans que j'ai commencé mon activité de thérapeute. Et je suis spécialisé dans l'hypnose et je fais aussi de l'hypno-coaching. J'accompagne des personnes qui ont des objectifs plutôt sportifs ou des personnes qui voudraient se reconvertir professionnellement. Et donc, j'interviens avec l'hypnose comme outil et d'autres outils d'accompagnement que vous pourrez voir éventuellement dans celles et ceux qui font qui font mon programme Progress is Life, le programme que vous avez certainement déjà vu sur mon site internet. OK, c'est tout ce que je veux dire de toute façon sur moi aujourd'hui. Je ne suis pas là pour parler de moi, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu le pourquoi on prend du poids, le pourquoi on ne prend pas de poids. Il y a des personnes qui ont des difficultés à prendre du poids. Donc, je vais simplement vous expliquer un petit peu comment fonctionne le mécanisme, si je puis dire, le métabolisme, en fait, hein, avec toujours l'approche du décodage biologique des maladies. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez facile dont je vais vous parler. C'est très peu technique. C'est vraiment, il y a un petit message ici, c'est vraiment pour que chacun puisse comprendre facilement ce que je vous raconte et que ce soit fluide en fait. Hein, le but, ce n'est pas de raconter et de parler d'une manière très technique, ça ne sert à rien. OK, donc, dans le programme que je vous ai envoyé par texto, je vous ai proposé, je vous ai dit que j'allais vous parler en fait des 4 étages de la biologie. Alors, en fait, les 4 étages de la biologie, je le fais souvent, j'en parle souvent lors d'une conférence qui s'appelle Mon corps communique avec ses mots. Mon corps communique avec ses mots. Ce qu'on va faire, c'est que vous n'êtes pas nombreux. Non, non, ça va être trop compliqué. Donc, mon corps communique avec ses mots. Donc, ça, c'est une conférence que je ferai, que j'ai déjà fait quand j'étais dans le sud de la France. Et
qui est assez clair et qui explique tout simplement que dès lors que vous avez un symptôme, que ce soit un trouble du comportement alimentaire ou que ce soit une maladie, que ce soit une réaction, donc un comportement, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à répondre à un besoin. Donc, dès lors dès lors qu'un besoin n'est pas satisfait, le corps parle. Et la manière qu'a le corps à parler, c'est des comportements, c'est des maladies, c'est des symptômes. Donc, à chaque fois que vous avez quelque chose, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à répondre à un besoin. Alors, il y a 4 étages dont on parle en décodage biologique des maladies. 4 étages qui sont, vous allez voir, assez simples en fait. Bonjour Marie-Françoise, donc on vient de démarrer, hein, j'ai fait ma présentation et donc je suis simplement en train de vous expliquer, de vous parler des 4 étages, on vient de commencer, hein, donc tout va bien, des 4 étages de la biologie qui sont tout simplement des besoins essentiels et je vais vous raconter, je vais vous expliquer un petit peu de quelle manière ils sont du plus important au moins important, même s'ils sont tous importants. En fait, il y a un premier étage qui est un premier besoin qui est vital, qui est de manger, qui est de se reproduire, qui est de déféquer et qui est de respirer. Sans ça, on meurt. Donc là, c'est vraiment le premier besoin, c'est ce qu'on appelle le premier étage de la biologie, où là, on va retrouver tous les appareils respiratoires, les appareils locomoteurs, les appareils reproducteurs. Donc, c'est tout ce qui va être la chaîne d'appareils. L'appareil digestif, tout ce qui va être en lien avec je mange, je me reproduis, je respire et je défèque. Je vous parle de ces étages et après, je vous expliquerai un petit peu quelque chose de beaucoup plus simple qui va résumer ces 4 étages. Le deuxième étage, en fait, le deuxième besoin, c'est le besoin de se protéger. Dans la nature, hein, quand on vient en fait, là je pourrais revenir à 4,5 milliards d'années, au départ, on a besoin de manger. Les insectes avaient besoin de manger, les végétaux avaient besoin de manger, ils avaient besoin de se protéger aussi pour pouvoir pérenniser, puis après se transformer au début, la vie était dans l'eau, après elle est arrivée tout doucement sur Terre, mi-terre et mi-eau, avec les serpents, les crocodiles, les reptiles. Et après, la vie a évolué avec les dinosaures, les singes, et puis nous, on est arrivés. Mais les besoins étaient toujours les mêmes. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça et le lien avec vos objectifs et les troubles du comportement alimentaire. Donc, une fois qu'on a mangé, une fois qu'on mange, qu'on respire, qu'on défèque et qu'on se reproduit, l'espèce peut pérenniser. Ensuite, on a besoin de se protéger. Et là, les protections, ça va être tout ce qui va être les enveloppes. Donc, toutes les enveloppes, ça va être le péricarde, le péritoine, donc le péricarde, l'enveloppe qui protège le cœur, le péritoine qui protège l'abdomen. Vous allez avoir le péritoine qui protège l'abdomen. Vous avez, qu'est-ce qu'on a encore? On a l'UV qui protège les yeux, on a les méninges qui protègent le cerveau, on a la plèvre qui protège les poumons. Donc en fait, on est donc dans cette deuxième partie, dans ce deuxième étage de la biologie. Donc une fois qu'on a, qu'on a respecté le premier étage, donc tout ce qui est vital, on va retrouver ensuite tout ce qui va être protection. Donc la protection, c'est les enveloppes. Et on va aussi retrouver le derme. Le derme, c'est la protection. On a le derme, on a l'épiderme et l'hypoderme. Là, le derme, on est vraiment sur la protection. Là, encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails parce que je fais une conférence, hein, comme je vous ai dit, qui est exclusivement sur les 4 étages de la biologie, mais vous allez comprendre un tout petit peu après pourquoi je vous parle de ça. Le troisième besoin, le troisième étage, c'est le besoin de se mouvoir, de se déplacer, le besoin de confiance en soi, d'être capable de, se sentir capable de. Et ça, on retrouve en fait ces besoins dans tout ce qui est os, tendons, ligaments et sang. D'accord? Donc, premier étage, j'ai besoin de survivre. Deuxième étage, j'ai besoin de me protéger. Troisième étage, j'ai besoin de me mouvoir, de me déplacer. J'ai besoin de me sentir capable de. Et donc là, on va retrouver, donc, comme je viens de dire, tout ce qui est os, tendons, ligaments, sang. Et on va retrouver aussi l'hypoderme. Donc là, on est vraiment sur la confiance, la valeur. Hein, ce troisième étage, c'est la valeur. Et ensuite, nous avons le quatrième étage, quatrième besoin de la biologie, qui est le besoin social, le besoin de communication. Et là, on va avoir tout ce qui est organe des sens et tout ce qui est épidermique. Épidermique, c'est la peau, c'est vraiment ce qui est la partie la plus à l'extérieur, ce qui est la plus en contact avec les autres. Donc, on est vraiment sur le côté contact, le côté social. Et là, on va retrouver tout ce qui est sens. La vue, l'odorat, le toucher, le goût, tout ce qui va nous permettre en fait de communiquer avec nos sens. Et là, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, vous regarderez, maintenant on arrive un petit peu donc aux besoins de l'enfant. Pourquoi l'enfant, tout doucement ou rapidement, grossit ou grossit pas, ou a des difficultés à prendre du poids ou pas? En fait, quand on regarde bien, lorsque l'enfant est dans les bras de maman, il a ces 4 besoins. Il a ces 4 besoins. Il peut respirer.
Donc, on arrive vraiment au premier étage de la biologie. Hein, d'accord ? Il peut respirer, il peut déféquer dans sa couche, il peut manger, se reproduire. Pour l'instant, ce n'est pas utile. Donc, en tout cas, il a bien le premier étage. Ensuite, quand il est dans les bras de maman, il a la protection. Il sent les bras de maman quand il est dans les bras. Donc, il a déjà ce deuxième besoin. Ensuite, il a la valeur parce que maman le regarde avec ses yeux en lui montrant qu'il a de la valeur à ses yeux, à elle. Elle peut lui parler, elle peut lui sourire, elle peut lui faire des caresses, elle peut le rassurer, elle va lui montrer qu'il a de la valeur. Et le quatrième besoin qui est le contact, la communication. Côté social, et bien là, il est en contact avec la peau de maman. Donc là, en fait, quand l'enfant est dans les bras de maman, il a ces 4 besoins. Donc, il est au comble du bonheur. Il prend le sein, il fait dans sa couche. En même temps, maman lui donne et lui fait des sourires ou le réconforte. Donc, pour lui, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir grandir correctement. Après, il se passe des choses dans sa vie de tous les jours. Et c'est là où on va avancer tout doucement. C'est qu'on va arriver, donc je vais pouvoir vous parler de ça, du coup, du phénomène de la gomme et de l'encrier. En fait, il va arriver à ce que peut-être que plus tard, l'enfant va grandir et il va peut-être être séparé de ces besoins-là. Est-ce qu'il va être séparé s'il est séparé de respirer, il va mourir. Mais peut-être qu'il va être séparé du contact de maman. Peut-être qu'il va être séparé de l'amour de maman. Peut-être qu'il va être séparé de la valeur. Tout dépend de ce qui va lui arriver dans sa vie. Donc, c'est là où, à partir du moment où on a des événements qui nous arrivent de notre vie, des événements qui sont pénibles, des événements qui sont dérangeants, eh ben, on va créer, on va faire en sorte que le corps parle à notre place. Donc, c'est lui qui va nous dire, eh ben, tiens, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de protection. Et donc, il va faire en sorte que le corps parle. Et là, quand on parle des troubles du comportement alimentaire, c'est tout simplement que là, il remplit un manque. Alors, c'est pas mal à la tête, c'est pas un problème épidermique, c'est pas la thyroïde, c'est pas. Là, on parle vraiment de la personne se remplit. Donc, elle se remplit parce que peut-être qu'elle a manqué de quelque chose dans sa vie de tous les jours. Donc là, on arrive sur la nourriture, hein, vraiment sur les troubles du comportement alimentaire. On va revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Est-ce que vous me suivez un petit peu pour le moment? Est-ce que c'est clair pour vous? Même si ça peut être un peu compliqué de rentrer un peu dans ce genre de détails, mais est-ce que vous avez déjà compris les 4 besoins, les 4 besoins de l'enfant, les 4 besoins de l'être humain? Hein, donc, c'est tout simplement, j'ai besoin de vivre, de survivre, j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin d'avoir de la valeur et j'ai besoin de contact et de communication. C'est exactement ces besoins que l'on a tous les jours et c'est les besoins qu'a l'enfant quand il est dans les bras de maman. Et c'est à partir de là, s'il a des manques ou s'il en a trop, eh ben, qu'il va soit réclamer, soit au contraire, il va effacer. On va arriver, je vais parler un petit peu de ça maintenant. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, vous pouvez me faire un pouce, histoire que je vois si c'est OK pour vous. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? OK, donc là, c'est bon ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut encore me mettre un pouce pour me dire qu'il ou elle me suit? Hop, donc là, hop, OK. OK, alors je vais poursuivre. Là, je vais vous parler donc de la gomme et de l'encrier. Alors, en fait, c'est simplement pour revenir à ce que j'étais en train de vous dire. À partir du moment où on a trop de quelque chose ou pas assez de quelque chose, en fait, on va soit gommer, soit on va vouloir aller chercher ce qui nous manque. Là, en fait, on va retrouver, alors ce qu'on va faire, alors ici aussi, pyramide. C'est différent de la pyramide de Maslow, parce que là, on parle vraiment que des 4 besoins. La pyramide de Maslow parle de besoins beaucoup plus larges. Là, moi, je parle de beaucoup, on va dire, ils sont un peu plus dans les détails, mais la pyramide de Maslow va se retrouver avec, dans tous les cas, le besoin vital de manger, respirer, déféquer, se reproduire, le besoin de protection, le besoin de confiance, de valeur, de mouvement et de se déplacer, et le besoin de contact et de communication avec les sens, nos 5 sens, et puis l'épiderme. OK, donc à partir du moment où l'enfant a manqué de quelque chose, il va se remplir de quelque chose. S'il a manqué d'amour, eh ben, peut-être qu'il va remplir l'amour de maman par de l'alimentation. Alors, ça peut être quand? Ça peut être peut-être que maman n'a pas donné le sein à son enfant. Donc, peut-être qu'il va aller plus tard remplir ce manque par de la nourriture réelle ou peut-être par de la nourriture virtuelle. Ça peut être du sexe, de la drogue, de l'alcool, des amis, faire la fête, travailler beaucoup. Mais en tout cas, la personne va se remplir de quelque chose qui lui manque. En revanche, si l'enfant a eu trop
de négatif dans sa vie, a eu trop de maman, trop de sévérité de la part de maman, trop d'ordre, trop d'interdiction, ou peut-être même trop de nourriture mauvaise, et ben l'enfant, en fait, va se gommer de ça. Il ne va plus vouloir ça. Ça veut dire que lui, à l'inverse, c'est peut-être une personne qui soit plutôt dans l'anorexie. Une personne qui n'aura pas envie de manger, qui voudra pas que cette personne ne voudra pas entrer quelque chose de l'intérieur, quelque chose de l'extérieur à l'intérieur. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ce que je vois, de ce que font papa et maman. Je ne veux pas de ce que j'entends. Je ne veux pas de ce que je sens. Je ne veux pas de tout ça. Je ne veux pas de cette vie. Je ne veux pas que tout ça entre en moi, donc je ne mange plus. Je ne veux pas de l'extérieur pour me nourrir de l'intérieur. Je ne veux pas me nourrir de cet extérieur toxique. Donc, ma solution inconsciente, que l'inconscient trouve à ma place, c'est qu'il gomme, il se dit, je ne vais plus manger tout ça, je ne veux plus manger de tout ça. Donc, je ne veux plus rentrer à l'intérieur de moi tout cela. Donc là, on va plutôt être sur des structures de personnes qui sont davantage anorexiques. Donc, à l'inverse, pour les personnes qui auraient tendance à prendre du poids, encore une fois, je vous parlerai de différents conflits ensuite, ces personnes-là, en fait, auront tendance à se remplir, à aller chercher ce qui leur manque à l'intérieur. Elles vont aller chercher à l'extérieur. Parce que peut-être que dans leur jeunesse, elles ont manqué soit réellement d'amour, soit réellement de nourriture, soit réellement de protection, soit réellement de reconnaissance. Donc, elles vont aller chercher ce qui leur manque à l'extérieur. Je manque de reconnaissance. Reconnaissance, valeur, troisième étage, peut-être que je vais m'acheter une jolie voiture ou une belle robe pour qu'on me voie. Si j'ai manqué de protection, peut-être que je vais faire du poids, parce que quand j'ai plus de poids, eh ben, on me regarde, on me respecte. Bien sûr que c'est inconscient. Des fois, on se dit, mais non, mais j'aimerais bien être plus légère, j'aimerais bien avoir une silhouette plus mince, mais peut-être que dans l'inconscient de la personne, il était utile et intéressant à un moment donné de sa vie qu'elle fasse du poids parce que peut-être que jeune, elle a manqué de poids ou elle a manqué de protection et donc son inconscient trouve la solution à sa place. Donc, c'est là vraiment la structure de la gomme et de l'encre qui va se mettre en place. J'ai manqué de quelque chose ou j'ai eu trop de quelque chose de négatif. Là, on arrive à… C'est un petit peu ce que j'explique ici. Bon, là, c'est parce que là, on est sur rétroprojecteur que je ne vous fais pas de partage d'écran parce qu'il y a ma caméra que j'ai mis en place là. En fait, à partir du moment où l'idéal, en fait, c'est que… Donc, l'importance pour l'enfant, c'est qu'en fait, qu'il puisse développer sa capacité à se nourrir de l'intérieur et la capacité de se passer de l'extérieur. Il faut que l'enfant puisse se nourrir par lui-même. Ça veut dire, je donne souvent l'exemple de, imaginez quand vous étiez jeune, inceste, manque de protection. Ça peut, oui, inceste, ça peut être le manque de protection. Et c'est là où on verra, je vous parlerai un petit peu de d'où vient le poids. Il y a des personnes qui vont avoir du poids sur les épaules. Peut-être qu'elles auront plutôt ce qu'on appelle le conflit du pilier. Je dois être solide. Il y a des personnes qui vont faire du poids sur le ventre. Peut-être qu'il y a eu un enfant de perdu ou un jumeau qui a été perdu. Il y a d'autres personnes qui vont faire plutôt de la graisse sur les cuisses ou entre les cuisses, peut-être pour se protéger d'un inceste. Vous voyez, tout dépend en fait, tout a du sens, tout dépend de où la graisse se pose. Il y a des personnes qui ont des bras, qui ont du gras là, mais qui en ont moins au ventre. Il y en a qui en ont dans les fesses, il y en a qui en ont dans les cuisses, il y en a qui en ont dans le cou. Tout a du sens en fait. Je ne peux pas vous donner à chaque fois le sens, mais en tout cas, c'est de vous dire, tiens, à quoi ça ces parties du corps et pourquoi je veux faire plus de graisse ou plus de gras à cette partie du corps, pour me protéger ou pour être vu ou pour être impressionnant. Donc, à chaque fois, il y a un sens. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc, importance pour l'enfant de se passer d'extérieur et de se nourrir de l'intérieur. Imaginons que l'enfant pleure, il a, je ne sais pas, moi, 6 mois, il pleure, et dès qu'il pleure, maman arrive. Elle lui donne le biberon, ou elle lui fait des câlins, ou elle le dorlote, ou elle lui change sa couche. OK, si les besoins de l'extérieur sont ni trop ni moins, tout va bien pour l'enfant. Si l'enfant pleure et qu'il avait vraiment faim et que maman lui donne à manger, tout va bien. Si l'enfant pleure et qu'il avait peur et qu'il est réconforté, tout va bien, donc il n'aura pas peur. Si l'enfant a faim, il sera nourri. Donc là, on est au premier étage, le besoin vital. S'il a peur, deuxième étage, la peur. S'il a besoin de valeur, il pleure parce que, je ne sais pas, il se sent dévalorisé, puis maman le réconforte, tout va bien, oui, t'es beau, t'es joli, etc. Et pareil, s'il a besoin de contact, maman le prend dans ses bras, tout va bien. En revanche, si jamais l'extérieur est de trop, si maman vient pour un oui, pour un non, l'enfant, en fait, il a à peine le temps de pleurer que tout de suite l'extérieur arrive. Donc, du coup, il devient dépendant de l'extérieur, parce qu'il n'a même pas eu le temps, lui, de pleurer un petit peu, de se réconforter tout seul, ou de se dire, bon, tout va bien, je ne suis pas en danger, je mangerai tout à l'heure. Donc, du coup, s'il ne mange pas tout de suite, alors qu'il a faim, à un moment donné, son organisme va s'habituer. Donc, il ne sera pas forcément obligé d'aller manger. Donc, il va
il ne sera pas obligé d'être nourri de l'extérieur. Parce qu'en fait, si l'enfant devient dépendant de l'extérieur et qu'à un moment donné, l'extérieur n'est plus là, si maman meurt ou si maman n'est plus là, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va devenir dépendant plus tard. Parce qu'il va lui manquer quelque chose. Il a été habitué à ce qu'à 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, dès qu'il pleure ou dès qu'il râle, dès qu'il lève le petit doigt, hop, maman le ramène à manger. Alors qu'il n'a pas spécialement faim. Donc, il va s'habituer à cette nourriture extérieure. Et donc, une fois que maman ne sera plus là, ben, il va remplacer cette nourriture extérieure par une nourriture autre qui n'est peut-être pas une vraie nourriture, qui va être une nourriture virtuelle. Peut-être qu'il va se nourrir de sexe, de drogue, d'alcool, de travail. En tout cas, il va remplir un manque extérieur parce qu'il a plus l'offre, si je puis dire, de maman qui était excessive. En revanche, si la nourriture extérieure est toxique, ça peut être de la vraie nourriture ou alors papa qui, dès que tu pleures, papa donne une claque ou il est sévère, et ben là, en fait, ça veut dire que l'enfant, il ne va même pas pouvoir se protéger de l'intérieur, mais en fait, il va gommer l'extérieur. Ça veut dire qu'il va recevoir quelque chose de l'extérieur qui est toxique. Et donc, il ne voudra plus de l'extérieur. Et là, on va retrouver le conflit de l'anorexie, donc de la gomme. Ce que j'ai dit tout à l'heure, conflit de l'encrier, c'est le boulimique. Je remplis ma feuille parce qu'il manque quelque chose sur la feuille. Et le conflit de la gomme, j'ai trop de négatifs, donc je me gomme. Je ne veux plus de l'extérieur. Donc, vous voyez, ça peut jouer déjà très petit. Si quand je pleure, hop, bing, je prends une gifle. Si quand je pleure, on me donne trop à manger. Si quand je pleure, on me dorlote tout de suite, si on me dorlote tout de suite, je ne saurais plus me protéger. Si à peine je pleure, on vient me protéger. Je ne peux même pas me protéger moi-même. Donc, c'est très important, pour ça, quand on est jeune, que l'enfant puisse vraiment être autonome, qu'il puisse se nourrir de l'intérieur et qu'il ne soit pas dépendant de l'extérieur. Donc, déjà là, ça peut arriver très souvent que les conflits du trouble du comportement alimentaire arrivent à cette période dans la vie de l'enfant. Donc, très, très jeune. Voilà pour ce qui était un petit peu de la… Donc, c'est un petit peu pour ça, pourquoi je grossis, pourquoi je maigris en fait. Pourquoi je grossis? Parce que je suis devenu dépendant de quelque chose que je n'arrive plus à avoir. Et quand je perds du poids ou que je n'arrive pas à prendre du poids, c'est parce qu'en fait, mine de rien, je n'arrive plus à prendre ce qu'il y a à l'extérieur. J'ai tellement été habitué à ce que l'extérieur soit toxique que je n'arrive plus à rentrer à l'intérieur. Bon, là, j'en parle moins parce que c'est pas trop le… Là, les personnes qui sont plutôt connectées et puis qui me suivent ont plutôt une tendance à être en surcharge pondérale. Donc qui voudraient mincir et pas qui ont des problèmes, des difficultés à prendre du poids. Est-ce que vous avez compris le conflit de la gomme et de l'encrier? Est-ce que c'est clair pour vous? Vous pouvez mettre un petit pouce si c'est OK pour vous. Donc, la gomme, c'est j'ai eu trop de négatifs de l'extérieur, donc je me gomme, j'en veux plus de tout ça. Et l'encrier, c'est au contraire, je manque de quelque chose à l'intérieur. Vous pouvez le mettre dans le chat, comme ça je vois tous vos… OK, c'est bon, parfait. OK, parfait. Comme ça, c'est vraiment intéressant donc, du coup de se dire, tiens, je grignote quelque chose, qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'il me manque de l'amour? Est-ce qu'il me manque de la protection? Est-ce qu'il me manque de la reconnaissance? Donc, on est bien sur les 4 étages de la biologie. Est-ce qu'il me manque du contact? Donc, du coup, peut-être que ce contact, je le remplis par de la nourriture. Cette protection, je la remplis par de la nourriture. Cette valeur, je la remplis par de la nourriture. Alors que consciemment, on n'a pas envie. Mais inconsciemment, ça ramène à quand on était petit. Est-ce que maman m'a donné le sein déjà? Si elle ne m'a pas donné le sein, je n'ai pas les 4 besoins quand je suis dans ses bras. Elle ne m'a pas donné le sein. Donc, elle ne me regarde pas en me montrant que j'ai de la valeur. Je n'ai pas le contact de sa peau, donc je ne suis pas rassuré par le contact. Je ne suis pas protégé par ses bras. Et je ne mange pas, je ne prends pas le sein de maman. Donc, je n'ai pas le b.a.-ba, je veux dire, je ne mange pas. Ce n'est pas maman qui me donne à manger. Donc, il est bien possible qu'après, je recherche maman, vu qu'elle ne m'a pas donné le sein. OK? C'est bon pour vous? On va arriver, donc, ce qui est en lien aussi avec la prise de poids. On arrive sur ce que j'appelle donc le phénomène, les hormones du glucagon et de l'insuline. D'accord? Donc, c'est l'insuline et le glucagon, c'est ce qui règle le taux de sucre dans le sang. Le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante, donc qui fait monter le taux de sucre dans le sang, et l'insuline qui fait descendre le taux de sucre dans le sang. Donc, quand les deux vont bien, on est en équilibre. Dès que l'un des deux est en conflit, ça crée un déséquilibre. Ça veut dire que si vous êtes en conflit du glucagon, donc si vous êtes normalement le glucagon, c'est une hormone qui est hyperglycémiante, donc qui augmente le taux de sucre dans le sang. Si vous êtes en conflit avec le glucagon, alors qu'est-ce que ça veut dire être en conflit avec le glucagon? Ça veut dire que cette hormone ne fonctionne pas. Mais comment elle ne fonctionne pas? Vu qu'en fait, tout ce qui est dans le corps est relié à une émotion. Quelle émotion est reliée avec le glucagon? C'est le dégoût. Quand vous ressentez cette émotion de dégoût,
tout de suite, vous mettez le glucagon, son rôle qui est hyperglycémiant, vous le mettez en conflit, donc il devient hypoglycémiant. Et ce qui se passe quand vous êtes en hypoglycémie, vous avez faim, vous mangez, souvent vous mangez du sucre. Donc, vous mangez du sucre, vous prenez du poids, vous mangez d'autres choses, vous vous regardez dans la glace, vous vous pesez, vous vous dégoûtez. Vous dites, ah oui, j'ai encore pris du poids, de toute façon, j'aime plus, je rentre plus dans mon pantalon, dans ma robe, je suis moche, je suis nul. Donc, on se dévalorise, on se dégoûte. Mais surtout, on se dégoûte. Qu'est-ce qui se passe quand on se dégoûte? On rentre en conflit avec le glucagon. Donc, on a davantage faim. On mange, on se remplit, on se dégoûte, on mange, on se remplit, on se dégoûte. C'est un cercle vicieux. Donc, le tout, et ça, c'est des fois difficile à entendre, c'est de remanger avec goût. Reprendre goût à manger, reprendre goût à apprécier des aliments, pas en quantité, mais en qualité. Ça ne veut pas dire de ne plus manger de féculents ou plus manger de gras, c'est de manger avec plaisir, avec envie, pour que tout simplement vous soyez moins vite en hypoglycémie. Il y a des personnes qui vont manger une grosse plâtrée de pâtes avec dégoût, elles vont être plus rapidement en hypoglycémie que quelqu'un qui va prendre un tout petit plat de peut-être un bon petit morceau de fromage avec goût, avec plaisir. Pourtant, il y a plus de gras dans le fromage que dans les pâtes. Et bien, la personne qui aura pris le fromage, elle sera moins vite en hypoglycémie, alors qu'elle a moins mangé, et parce qu'elle a mangé avec plaisir, avec envie. Et donc, elle sera moins vite en hypoglycémie. L'insuline, c'est un autre conflit. On le verra un tout petit peu après, mais rapidement. Quelqu'un qui a un conflit avec l'insuline, c'est qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur c'est ce qu'on appelle le conflit de résistance. Je dois résister parce que le sucre, il nous permet de résister longtemps. Donc là, la personne, elle est en conflit avec elle a envie d'être résistante. Mais ça, vous voyez, c'est simplement l'inverse du glucagon, mais ce n'est pas vraiment ce qui vous concerne et ce n'est pas vraiment ce qui est la cause de la prise de poids. C'est vraiment le conflit du dégoût. Et ça, on le retrouve presque, je dis bien presque, à 100% des personnes qui ont des difficultés à mincir, à gagner en légèreté et donc qui ont malheureusement qui ont des prises de poids. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris ce phénomène du glucagon et de l'insuline, qui est en fait assez facile à comprendre, mais qui a des conséquences assez faciles à régler si on se dit, bah, tiens, de nouveau, c'est de reprendre plaisir à manger. Et donc, comment faire pour reprendre plaisir à manger? Parce qu'encore une fois, là, je vais vous donner quelques petits conseils faciles à mettre en place. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, c'est ce que je dis toujours à tout le monde, je ne connaissais pas, c'est plutôt intéressant. Encore une fois, ce n'est pas tout ce que je vous raconte, vous n'êtes pas obligé de me croire, je vous demande simplement de le tester, de le faire. Bien sûr que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, vous doutez bien. Ok, ça marche. Donc, vous vous doutez bien que je ne l'ai pas inventé. Maintenant, je vous invite vraiment à le faire. Ça veut dire que les régimes, c'est pas… Bon, attention, hein, je ne suis pas médecin, mais il y a régime et régime. Mais ils vous le diront tous ou toutes de prendre goût à ce que vous mangez. Éventuellement, réduire les doses, manger dans des plus petites assiettes, mais rester sur de la qualité et enlever de la quantité. Mais rester sur de la qualité. Pas parce que vous cuisinez avec du beurre que vous allez forcément grossir. Tout ça, c'est faux, quoi. Bon, même si je dis ça, des fois, je me fais tacler par des médecins qui n'ont pas l'ouverture d'esprit, mais des diététiciens, des nutritionnistes vont vous dire la même chose, manger avec goût, avec plaisir, pour ne plus être en conflit du glucagon. Ce glucagon, c'est lui qui nous colle à la peau, si je puis dire, quoi. Il a vraiment un rôle hyper important, quoi. Donc, les petits conseils pour manger, ça va être de manger doucement, pas rapidement. De manger doucement. Pourquoi? Parce que la satiété arrive à 40 minutes à peu près. Ça veut dire que si vous mangez doucement un premier plat pendant 10 minutes, après vous attendez 10-15 minutes, vous buvez un peu d'eau, vous parlez, eh bien, vous allez arriver plus vite à satiété. Donc, si vous restez, vous traînez à table, des fois, on le voyait, hein, on le voit quand on est jeune et qu'on n'a pas faim, on traîne, on mange, on fait des boulettes. Vous voyez, quand on était petit, on mangeait de la viande et puis ça mâchait. Et après, on restait une demi-heure, 3/4 d'heure à table, on n'avait plus faim. Et notre mère n'avait beau nous gaver, ça ne rentrait plus. Et donc, peut-être que plus tard, après, à l'inverse, la personne, elle n'aura plus envie de manger. Elle sera peut-être dans le conflit elle sera peut-être, elle, plutôt dans la gomme. Parce que maman me forçait à manger, mais je n'arrivais pas à manger. Mais comme j'ai dépassé les 40 minutes, j'ai moins faim. Mon corps rentre à satiété. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait des boulettes, on salive. Donc ça, c'est une des premières techniques. Salivez, prenez le temps quand vous mangez un aliment. Salivez. Parce qu'en fait, imaginez que l'estomac, ce soit un peu comme une petite jauge, un récipient. Et dès lors que le récipient est plein de salive ou d'aliments, même de salive, il dit « Ok, c'est plein, hop, on arrête, c'est bon, on n'a plus faim. » Même si c'est de la salive. Donc, saliver, et même saliver, ça m'arrive de faire des séances là-dessus en hypnose, de faire saliver la personne. Et quand on salive, en fait, on remplit la cuve, donc même si on n'a rien mangé. Et ça, encore une fois, je vous invite à le faire.
Ça, j'ai été accompagné par Olivier Madelrieux, qui est médecin, pharmacien et nutritionniste, diététicien, spécialiste en hypnose et qui accompagne vraiment les personnes avec ça et qui me parlait vraiment de cette chose de saliver. Quand on salive, on avale et on remplit la cuve alors qu'il n'y a pas d'aliments. Donc, prenez votre temps pour manger. Ça, c'est une première chose. Mangez de la qualité, moins de quantité, mais de la qualité. Pour que vous soyez plus en conflit du glucagon, donc pour que vous soyez moins vite en hypoglycémie. Et à force, l'organisme va s'habituer. Après, ça va être important, quand vous mangez, de penser à votre estomac, de vous dire comment je vais être dans 1 heure, comment je vais être dans 3 heures si je mange ça, comment je vais être dans 4 heures si je mange ça. Et non pas penser à l'instinct. Ah, j'ai faim, allez, tiens, je vais manger une plaque de chocolat. Pensez à ce qui va se passer dans une demi-heure, dans 1 heure. Donc, pensez à votre estomac plutôt que de penser à l'instinct, à votre palais. Ça, c'est important. Donc, saliver pour remplir la cuve, manger doucement pour arriver aux 40 minutes, parce que c'est sûr que si vous mangez 3 repas, 3 plats et vous êtes qu'à un quart d'heure, vous allez avoir faim rapidement parce que vous ne serez pas rentré à satiété. Donc, il est possible que vous preniez un dessert après ou quelque chose. Donc, mangez lentement, appréciez ce que vous mangez, prenez vraiment plaisir. C'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose de bon dans la bouche. Ça ne veut pas dire de se priver, ça c'est faux. C'est manger de la qualité et apprécier ce que vous avez sur la langue, apprécier ce que vous avalez, apprécier ce que vous salivez. Vous allez moins vous dégoûter, moins vite en hypoglycémie, plus vite en satiété. Et là, vous allez apprécier de remanger. Ça va? Est-ce que vous me suivez? C'est assez simple en fait. Hein, et je vous garantis que là, quand je parlais avec Olivier Madérier, ce fameux pharmacien, on croit toujours que c'est compliqué, oui, et pour ça qu'on fait le yo-yo. Mais non, en fait, c'est faux tout ça de faire des régimes, parce qu'on fait un régime, alors on perd 20 kilos, mais alors, il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, réapprendre à manger, donc comme je vous ai dit, la quantité, la qualité, des plus petites assiettes, mais aussi après, et on l'a vu déjà un petit peu tout à l'heure, les différents conflits. Est-ce que j'ai manqué de maman? Est-ce que j'ai eu trop de négatifs? Est-ce que j'ai manqué de positifs? Donc, gomme et encrier. Et là, on arrive à ce moment-là sur des conflits différents qu'on va voir un petit peu ici maintenant. Les différents conflits d'ailleurs. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez toujours là? De toute façon, j'en parle souvent, même celles et ceux qui me resuivront après dans les conférences suivantes, je parle souvent de la gomme et de l'encrier, des 4 étages de la biologie. Et bon, là, si je me suis spécialisé un petit peu plus sur les troubles du comportement alimentaire, mais encore, troubles du comportement alimentaire, c'est un petit peu fort comme terme. Hein. Toutes celles et ceux qui viennent me voir, ils n'ont pas tous des troubles du comportement alimentaire. Des fois, c'est juste une surcharge pondérale par rapport à un événement de la vie. Hein, et différents événements. Et donc là, on verra aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, regardez où il y a du gras. Là, et à quoi sert ce gras? Et on va le voir justement un petit peu donc, avec les différents conflits. Alors, conflit de l'abandon, ça c'est un conflit. Alors, on va voir le premier conflit d'abord, le conflit de la silhouette. Conflit de silhouette, je vous en ai parlé tout à l'heure. Conflit de silhouette, c'est un petit peu quelque chose qui est ancré, d'accord? Donc, et on retrouve les émotions du conflit, celui qui a les conflits de silhouette. Ça veut dire que conflit de silhouette, ça veut dire qu'il se voit dans la glace comme il n'est pas. Elle se voit grosse alors qu'elle est mince, ou les anorexiques, elles se voient minces alors qu'elles sont vous voyez, elle se voit très, très mince. Quoi. Elle se voit à l'inverse. Donc là, la personne qui a le conflit de silhouette, donc qui est plutôt sur surcharge pondérale, elle va avoir ce dégoût, la répugnance et une sorte de contrariété et d'impuissance. Elle va ressentir ces émotions-là. Et ça va mettre le glucagon en conflit, donc en hypoglycémie. Ça, c'est ce qu'on appelle donc, le conflit de la silhouette. Voilà, c'est simplement, je vais vous parler un petit peu de ça. Mais c'est pas... Après, on a le conflit de l'abandon. Le conflit de l'abandon, c'est tout simplement l'enfant qui a l'impression d'avoir été abandonné. Hein, alors ici, je donne un exemple, c'est là parce que vous n'avez pas le rétroprojecteur, mais exemple voilà, d'une mère qui abandonne son bébé animal sur un rocher, d'accord? Donc abandonné par sa mère, ce bébé est en danger de mort, parce qu'il se dit maman n'est plus là. Donc la réponse organique, je dis bien organique, hein, inconsciente, donc organique, la réponse que la biologie a, c'est de se dire bon bah voilà, la réponse organique est je vais passer en mode stockage. Il faut que je stocke, un peu comme l'écureuil, du stock. Il faut que je stocke. Et où est-ce qu'on stocke? C'est dans le foie. Donc on va prendre du poids. Donc je passe en mode stockage, car sans ma mère, je ne peux plus recevoir de nourriture. Alors, le métabolisme va s'adapter afin que le moindre aliment intégré fasse des réserves. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui mangent à peine, tout de suite, elles prennent du poids. Je dis, mais je ne comprends pas, toi, tu as mangé 3 tartines de Nutella, moi, j'ai mangé un petit carré de chocolat, et moi, je prends 1 kilo et pas toi. Parce que dans l'inconscient de la personne, elle se dit, on va garder, parce que tu as été abandonné quand tu étais jeune ou moins jeune, hein, mais donc l'inconscient intelligent, la biologie se dit on va faire des réserves parce que tu vas en avoir besoin vu que tu as été abandonné. Donc en fait, le stockage va se faire en fait dans le foie et donc
et augmente donc ses chances de survie grâce à des réserves, voilà, c'est ce que je disais, grâce à des réserves de graisse. L'inconscient biologique dit, écoute, voilà, tu as manqué d'œufs, donc maintenant, chaque fois que tu vas manger, on va faire des réserves de graisse pour au cas où. C'est intelligent en fait, hein, mais c'est inconscient. Bien sûr que vous ne voulez pas, vous dites, je ne comprends pas, je mange peu, parce qu'il est possible qu'il y ait eu un abandon. Alors un abandon, ça peut être une situation qui est vécue comme un abandon. Ça peut être un abandon de poste, ça peut être un abandon par un conjoint, ça peut être un abandon par un parent, ça peut être un abandon que l'on considère comme abandon d'un enfant, mais encore une fois, c'est le ressenti, je me sens abandonné. Et donc, on va retrouver, donc si je suis abandonné, le mode de survie, c'est de faire des réserves. Pour que je puisse survivre, il faut que je mange, il faut que je remplisse. Ça va? Vous êtes toujours là? Ensuite, on a donc le conflit de la dépendance affective. Donc, je remplace un manque affectif, donc je remplace un amour par de la nourriture affective. Donc, et là, on va retrouver encore une fois, ça peut être un manque de présence. Mon conjoint n'est plus là, je remplis par de la nourriture. J'ai perdu quelqu'un de ma famille, je remplis par de la nourriture. Donc, un manque réel, je le remplis par, par une nourriture virtuelle, comme je vous disais tout à l'heure. Un manque d'une présence ou de quelque chose, je le remplis par de l'alimentation. OK. Donc, voilà, par exemple, là, ici, donc j'ai mis un petit exemple sur le rétro. Je remplace donc un manque affectif, un amour, par de la nourriture affective. C'est maman qui me donnait à manger et maman me manque, alors je remplis ce manque d'amour réel par de l'amour virtuel symbolique. On le retrouve des fois, vous avez parfois des personnes de 40-50 ans qui perdent leur mère, qui a 70 ou 80 ans, et comme ils s'entendaient bien avec leur maman, ils vont remplir symboliquement, ils ne savent pas pourquoi, alors qu'ils ne mangent pas forcément plus, mais l'inconscient va stocker davantage. En revanche, quelqu'un qui s'entendait mal avec sa maman, eh ben, lors de son décès, il est possible que la personne perde du poids. Parce qu'en fait, ce poids, c'était maman. Et comme maman était méchante avec moi, elle était toxique, ben maintenant qu'elle s'en va, j'ai un poids en moins, dans tous les sens du terme. J'ai un poids en moins, je me sens plus léger. J'espère que vous m'entendez toujours, parce que des fois, j'ai une connexion qui est un petit peu particulière ici. Ça m'est arrivé. Est-ce que c'est OK pour vous, c'est les différents conflits? Je vais continuer avec quelques conflits. OK, magnifique, impeccable. On a aussi les conflits de froid. Là, je vais des petits conflits un peu plus curieux, mais qui ont leur sens. Conflit de froid, donc je garde la chaleur à l'intérieur de moi. Alors là, ça peut être une histoire transgénérationnelle. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un dans la famille qui est décédé pendant la guerre ou qui est mort de froid. Donc, du coup, moi, mon inconscient, comme moi, vous, la personne, mon inconscient familial me dit qu'il faut manger pour ne pas avoir froid. Donc, du coup, ce qu'on appelle le conflit du froid. Voilà, je mange pour avoir chaud, si je puis dire, parce que la graisse réchauffe. On a le conflit d'agression. D'accord? Je protège une partie de mon corps parce que j'ai été agressé. Alors, peut-être moi ou peut-être quelqu'un de ma famille. Et je porte ce lien transgénérationnel. Et donc, je fais du poids, peut-être sur mes épaules, comme on disait, ce qu'on appelle le conflit du pilier. J'assume tout toute seule, qu'il faut que j'ai des grosses épaules. Donc, il y a des femmes qui auront des grosses épaules. Il y en a qui auront des gros bras pour attraper. Toujours, il y aura toujours un sens à où se pose la graisse sur votre corps. Ça peut être entre les cuisses, ça peut être sur les fesses, ça peut être sur les jambes, sur les mollets. À quoi ça sert d'avoir du poids à cet endroit? On a aussi le conflit de la peur. Donc là, on est avec le foie, peur de manquer. Le manque, c'est vraiment, ça peut être le manque d'amour, le manque de reconnaissance, le manque de confiance en soi, le manque de nourriture, clairement. Mais donc, le manque de nourriture, c'est le foie. Ça veut dire que dès qu'on ressent, je manque de reconnaissance, je manque de quelque chose, je manque d'amour, je manque de valeur, je manque de protection, c'est le foie qui va toucher. Pourquoi? Je ne suis pas en train d'inventer. C'est pas... Le foie, il sert à quoi? Il sert à stocker. C'est un grenier, c'est comme il filtre aussi, mais c'est un grenier ou une cave. C'est là où on stocke tout. C'est là où le corps stocke des choses. Donc, à partir du moment où j'ai peur de manquer, eh ben, le corps dit, tu veux manquer, t'inquiète pas, on va faire des réserves. L'inconscient, il a toujours les réponses, en fait. C'est pour ça que quand je dis toujours aux gens, ne dites pas que je veux perdre du poids. Parce que si vous voulez perdre du poids, l'inconscient va dire, écoute, tu veux perdre du poids? Ok, tu en as perdu, t'inquiète pas. Rassure-toi, je vais te retrouver, moi, du poids. Donc voilà, j'ai peur de manquer. Tu as peur de manquer quoi? J'ai manqué d'amour? Ok, je vais t'en donner de l'amour virtuel par de la nourriture réelle. Tu as manqué d'amour, tu as peur de manquer d'amour, par exemple, je vais te donner du chocolat ou je vais te donner de la nourriture, parce que ça va aller dans le foie. Et même si vous mangez très peu, le foie va stocker davantage, parce que vous avez ce conflit de peur. OK? Voilà quelques conflits. Le conflit du manque.
Allez, ça peut arriver, hein, je ressens ce manque de reconnaissance, ce manque de courage, ce manque d'amour. Donc là, le ressenti, c'est indigeste et là, ça va aller dans l'estomac. Ce que je veux, je ne l'ai pas et ce que je n'ai pas, je le veux. Donc là, la personne va faire du poids dans l'estomac. Ça va? Bon, là, c'est juste des exemples. C'est simplement, il y aurait plein d'exemples en fait. C'est simplement pour vous montrer que tout a un sens. Vous avez du poids à certains endroits, c'est pas pareil que si la personne a du poids dans les fesses ou entre les cuisses ou sur le ventre ou le bas-ventre ou la poitrine. Tout a du sens. À quoi sert cette partie du corps? Si on est dans le ventre, là, peut-être que c'est pour porter le bébé. Si on est dans la poitrine, j'ai une forte poitrine, c'est peut-être parce que j'ai manqué de nourrir ma progéniture, nourrir mon nid, donc j'ai une poitrine volumineuse. Les épaules, c'est parce que j'ai manqué de protection, donc il faut que j'ai les épaules solides pour être le pilier, parce que je suis peut-être l'aîné de la famille, donc j'ai toujours dû m'occuper de toute la famille. Ça peut être, encore une fois, je suis large parce qu'il faut que j'impressionne. Hein, on parle souvent de ça. Là, on arrive donc sur l'intérêt de faire du poids. C'est parce que ça a un intérêt de faire du poids, même si ça peut déranger consciemment, mais ça a un intérêt. Là, je vais donner quelques exemples. Plus gros, j'impressionne. Donc, si je me gonfle, par exemple, vous voyez, le poisson, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il gonfle quand il est dans l'eau pour impressionner, donc il fait du poids. Le chat, il hérisse ses poils, pareil, pour impressionner, il fait le dos rond. Le poulet, il bat des ailes, donc il gonfle aussi pour impressionner. La prise de poids, en fait, ça peut être tout simplement la réponse de mon corps, la réponse que mon corps va mettre en place lorsqu'on m'agresse. M'agresse, M-A-G-R-E-2-S-E, ou m'agresse, M-A-G-R-A-I-S-E. Vous voyez? Donc, dès qu'on m'agresse, je vais me protéger. Comme ça, je serai plus impressionnant. Ou peut-être je voudrais qu'on me voie. Quand je suis plus gros ou plus fort, on me voit. C'est inconscient. Mais peut-être que dans l'histoire de la personne, on ne la voyait pas quand elle était petite et fine. Maintenant, elle prend du poids, elle prend de la place. Elle veut qu'on la reconnaisse, elle veut qu'on l'entende, elle veut qu'on la sente, elle veut se faire remarquer. Mais c'est inconscient. Donc là, quand c'est comme ça, c'est d'aller retrouver l'histoire de depuis quand tu as pris du poids. Ah, depuis 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 15 ans? Papa est décédé, ou j'ai perdu un frère, ou j'ai changé d'école. Donc, oui, en fait, il y a à chaque fois un sens. C'est pour ça que c'est toujours important pour vous de savoir depuis quand je prends du poids, depuis quand j'ai pris du poids, depuis quand je suis plus volumineuse, si je puis dire. Ça va? Donc après, l'intérêt du poids, je vais vous parler aussi du rôle. Donc, on rentre un petit peu dans le détail, mais bon, le rôle du poids, ça peut être aussi, donc il peut y avoir aussi, quand on a plus de poids, on a plus de contact. Donc, c'est vraiment augmenter le contact. Je fais plus de poids pour être plus en contact avec ce qui me manque. Donc, le volume, on l'a parlé aussi, donc augmenter le volume. Protection thermique contre le froid, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, encore une fois, c'est inconscient. Pourquoi je fais de la masse volumineuse, hein, pour me protéger du froid. Réserve énergétique, comme on a dit tout à l'heure. Hein, donc, j'ai besoin de prendre des réserves pour l'hiver ou peut-être parce que maman m'a abandonné. Donc, il faut que je fasse des réserves, je stocke pour ne pas manquer. Donc, les questions à se poser, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. À quoi ça sert d'accumuler les kilos? Et aussi se demander en quoi cela est-il positif en termes de survie de l'individu. Donc, à quoi ça sert pour moi de faire du poids là, ou là, ou là, ou là? À quoi sert cette partie du corps? Première chose à se demander. Et à quoi ça sert de faire du poids là? Ça sert à quoi? À me protéger d'ici du ventre, peut-être quoi le bébé, ou protéger quoi d'une agression, ou toujours pareil. Encore une fois, j'ai pas de cas à vous expliquer, que je vais pas vous faire du cas par cas avec vous, mais toujours se dire où est cette graisse, où est-elle posée, grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis peut-être plus impressionnante? Est-ce que je suis peut-être moins belle? Est-ce que je suis peut-être moins désirable? Comme ça, je suis tranquille. Si je suis moins belle et moins désirable, on ne va plus m'agresser, on ne va plus me violer, il n'y aura plus d'inceste, il n'y aura plus de tout ça. Je suis tranquille. Si c'est, encore une fois, une croyance dans la tête de la personne que quand on est large ou en surpoids, on est moche. Je n'ai pas dit que c'était le cas. Il y a des personnes qui inconsciemment se disent, ça y est, maintenant que je suis devenu moche, je suis en sécurité. Donc, ça va être d'aller voir depuis quand la personne est en insécurité, depuis quand elle a trouvé inconsciemment la bonne idée de se dire, oh, veine, depuis que je suis en surpoids, on ne me regarde plus. Et du coup, je peux me promener dans la rue tranquillement. Vous voyez, donc c'est vrai que c'est un petit récapitulatif parce que c'est pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, peut-être de voir un petit peu comment je travaille, mais c'est pour vous aider déjà une approche. Je ne peux pas rentrer dans les détails, ça prenait beaucoup trop de temps, mais pour vous aider une approche de se dire, OK, en fait, ça a vraiment un sens, ce poids. Ça a vraiment un sens, cette graisse. L'endroit où elle est posée, ça a du sens. Depuis quand je l'ai? Pourquoi je me remplis? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je fais du poids? Depuis quand? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Ou au contraire, pourquoi j'en ai perdu? Et donc, à chaque fois, il s'est passé quelque chose.
Donc, mon corps veut remplir quelque chose, mais qu'est-ce qu'il veut remplir, quoi? OK, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça va? Donc, l'intérêt de la graisse, OK, les quelques conflits, c'est tout bon. Maintenant, je vais vous parler en fait un petit peu plus de coaching. Est-ce que c'est OK pour vous là? Je regarde un petit peu celles et ceux qui sont là. Alors ici, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter à la conférence. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, là c'est bon ici aussi. Très bien. OK. Alors, maintenant je vais vous parler un petit peu de… Encore une fois, je vais le faire en rapide parce que, en général, je fais une heure de conférence pour que vous puissiez chacun et chacune ne pas… Là, je vous parle un petit peu donc, du processus pour atteindre son objectif. D'accord? Les différentes étapes. Comment atteindre votre objectif. Comment atteindre votre objectif? En fait, peu importe l'objectif, que ce soit de gagner en légèreté, que ce soit changer de travail, que ce soit réussir votre mariage, que ce soit être chef d'entreprise, que ce soit d'atteindre une performance sportive. Là, je vais vous parler d'un processus, en quelques mots, qui est simple, qui se fait dans toute atteinte d'objectif, en fait. La première, c'est d'oser. Oser, donc ça veut dire avoir de l'audace. Oser, c'est tout simplement oser sortir de sa zone de confort. On est dans une zone de confort, on se sent bien, on connaît tout ce qui se passe, mais on n'ose pas aller à l'extérieur. Mais une fois qu'on va à l'extérieur, on se rend compte que, en fait, c'était bien à l'extérieur. Donc, ça veut dire que si je suis ici et j'ose aller là, ben, ma zone de confort est de plus en plus grande. Ensuite, j'ose aller là, ma zone de confort est encore plus grande. Donc, à force, ma zone de confort est un peu plus grande et ma zone d'insécurité est de plus en plus petite. Donc, oser, avoir de l'audace, c'est vraiment ce qui va vous permettre de limiter la peur. Donc, oser, c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est rêver. Oser rêver. Oser rêver ce que vous voulez être. Oser rêver ce que vous voulez faire. Oser rêver ce que vous voulez avoir. Donc, oser rêver, c'est tout simplement donner… c'est un peu comme si vous mangez. En fait, les rêves sont à l'inconscient ce que la nourriture est à l'homme. Quand vous mangez quelque chose, bah, si vous le rêvez, d'abord, vous dites « Ah oui, tiens, je rêverais bien d'un gâteau au chocolat ». Ne serait-ce que de le rêver, vous allez commencer à le saliver, vous allez entendre vous allez voir son odeur, sa texture. Donc, tout doucement, vous allez, à force de rêver, ça va vous donner envie de passer à l'action et vous allez dire « Ah oui, donc c'est ça que je veux être, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux avoir ». Donc, oser rêver, c'est vraiment, quand on rêve, on accepte de donner… quand on rêve, c'est comme si on donnait de l'alimentation à notre inconscient. Donc, on mange consciemment, eh ben, l'inconscient, il faut le nourrir aussi. Parce que l'inconscient, c'est lui qui nourrit le conscient. Ça va? Donc, si vous nourrissez l'inconscient de rêve, il va vous donner consciemment l'envie de passer à l'action et d'aller chercher, tout simplement, l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, osez rêver pour ensuite ressentir. Troisième étape. J'ose rêver, tiens, je rêverais, tiens, de faire tel poids. Ah oui, tiens, donc j'ose, je rêve, je me vois sur la plage avec tel maillot de bain, donc j'ose rêver. Ah oui, ça doit être bon, hein, dis donc, qu'est-ce que ça doit être sympa d'être comme ça. Donc on ressent. Et quand on ressent, il se passe des choses à l'intérieur du corps, il y a des réactions. Et donc le désir monte. Je désire manger ce gâteau au chocolat, il a l'air bon, ah ouais, il est là dans la vitrine. Donc le désir monte, et donc les sensations montent, le désir monte. Donc là, on est dans la quatrième étape, le désir monte. Et le désir monte, qu'est-ce qui se passe avec le désir? On passe à l'action de faire le début d'action. Ça y est, je vais commencer à manger de la qualité. Ça y est, je vais commencer à manger moins de quantité. Ça y est, je vais commencer à saliver. Ça y est, je vais prendre un coach nutritionniste. Ça y est, je vais prendre un coach. Ça y est, je vais bien… On va avancer de toute façon tout doucement dans l'objectif. Donc, 1, 2, 3, 4, 5e étape. Ça y est, je passe à l'action. Et je fais un plan d'action, donc je vais me mettre en place un objectif précis. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux avoir? Je veux rentrer dans ce pantalon, je veux faire tel poids pour le mois de mars et j'irai en vacances en Thaïlande. Et donc, voilà, je me vois sur la plage. Voilà, OK. J'ai osé rêver, ressentir, désirer, passer à l'action, avoir mon plan précis. Voilà, c'est ça mon plan précis. Très important d'avoir un objectif précis. L'objectif précis, c'est la clé. C'est un peu comme si vous vouliez aller, vous êtes dans le sud de la France, vous voulez aller à Lille. Bah, OK, mais voilà, comment vous voulez y aller à Lille? Vous voulez y aller en voiture, en train, en avion, en bus, en stop, en covoiturage? Donc, il faut être précis. OK, on va en voiture, par exemple. Donc, l'objectif précis, c'est très important. Mais je vais aller où dans le nord? À Lille. OK, je vais aller à Lille. D'accord. Bon, donc dans le GPS, on met Lille. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut mettre le nom de la rue, le numéro, peut-être le nom de la résidence, si c'est une résidence,
l'étage, le nom de la personne. Et là, si c'est précis, on arrivera à sonner au bon endroit. Donc, l'objectif est d'être précis. Ce n'est pas, oui, je voudrais être riche. Ah, je voudrais être légère. OK, d'accord, légère. Mais combien, quoi, quand exactement? Plus ça va être précis, plus l'inconscient il aura d'indices et plus il vous pourra vous donner les bonnes actions pour passer à l'action, pour atteindre cet objectif. Donc, osez rêver, soyez précis dans votre rêve. Qu'est-ce que je rêve être, faire et avoir? Quand? Exactement. Et pourquoi je veux faire ça? Donc, c'est vraiment hyper important d'oser rêver, d'être précis. Plus vous serez précis, plus ça va monter en vous, plus le désir va monter en vous, plus vous aurez envie d'atteindre cet objectif, plus vous allez l'atteindre, plus vous allez vous rapprocher de cet objectif. Donc, c'est très important d'oser rêver pour ressentir, pour que le désir monte, pour que vous puissiez passer à l'action. Parce que l'action, c'est tout simplement ce qui se passe entre l'inconscient et le résultat. C'est le pont. C'est très important d'oser passer à l'action. Si on ne passe pas à l'action, il ne se passe rien. On est toujours à l'intérieur. Donc, j'ose rêver, ressentir, désirer, je passe à l'action avec cet objectif précis. Et cet objectif précis, comment on peut l'atteindre? Étape suivante, grâce à un bon entourage. Donc, très, très, très important, une fois que vous avez votre objectif précis, c'est de vous faire bien entourer. Faites-vous entourer de quelqu'un qui a un peu d'avance sur vous. Faites-vous entourer de quelqu'un qui a peut-être le même objectif que vous. Faites-vous entourer de quelqu'un qui connaît votre objectif. Vous n'allez pas voir un banquier pour construire une maison. Vous allez voir un comptable pour votre comptabilité. Vous allez voir un webmaster pour qu'il fasse votre site internet. Donc, faites-vous entourer des bonnes personnes. Faites-vous entourer de personnes qui connaissent le domaine dans lequel vous voulez être, qui connaissent le chemin, qui connaissent le processus, qui ont peut-être beaucoup d'avance sur vous ou un peu d'avance sur vous. Mais vraiment, prenez quelqu'un qui va vous compléter. Prenez pas quelqu'un qui vous ressemble. Prenez quelqu'un qui vous complète, qui va vous aider à atteindre votre objectif, qui va vous apporter quelque chose, qui a un petit peu d'avance sur vous. Donc ça, c'est l'étape suivante. Donc choisir son entourage et cette personne va vous aider à peut-être préciser votre objectif, que celui-ci soit clair. Il va vous aider à passer à l'action, il va vous aider à oser rêver, ressentir et désirer. Et c'est lui qui va, l'étape suivante, vous aider à faire un plan à court terme, à moyen terme, à long terme. Quoi faire? Pourquoi? Comment? Quand? Ça fait partie de n'importe quel objectif. On veut mincir, on veut changer de travail, on veut faire le tour du monde, on veut ouvrir une société, on veut être sportif de haut niveau. Peu importe l'objectif, on passera toujours par ces processus. Donc, le plan, il est très, 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 très important. Et là, si vous avez de la difficulté à le faire, vous faites accompagner. Choisissez bien votre entourage. Et là, vous aurez votre objectif précis. Ensuite, quelque chose de plus compliqué, mais qui est essentiel, c'est de persévérer. Persévérer, ça veut dire accepter les échecs. Et encore, je dis accepter les échecs, je vais même enlever le mot échec, parce qu'un échec, c'est dès lors qu'on abandonne. Vous vous plantez, vous avez fait peut-être 2-3 fois un régime, ça n'a pas fonctionné, et bien on continue. On continue autrement. Si on arrête, ça c'est un échec. En revanche, un revers, une défaite, une chute, ce n'est pas un échec. On continue, on se relève, on reprend, mais différemment. Et c'est grâce à votre défaite que vous saurez comment faire pour gagner la prochaine fois. Vous saurez ce qu'il ne faut plus faire. Donc, encore une fois, persévérer, ça, vous pouvez vous faire accompagner pour persévérer de personnes, encore une fois, donc on en revient à l'entourage, des personnes qui ont fait ce que vous avez déjà fait, qui ont réussi ce que vous avez déjà fait. Donc, la persévérance, c'est essentiel pour pouvoir avancer, progresser et atteindre votre objectif. Ça va? Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours à persévérer avec cette conférence? Vous êtes toujours là? Alors, dites-moi un petit peu. OK, il y a des pouces, ça marche. Alors, c'est pas forcément, là, on est plus dans du dynamisme, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de baguette magique. Hein. Vous savez qu'il y a des personnes, des fois, qui vont mettre un anneau gastrique, il y a des personnes qui vont s'enlever une partie d'estomac. OK, mais là, on est sur quelque chose, vous voyez, je vais dire, c'est pas, c'est la mécanique un peu. C'est comme si on enlevait, ben voilà, je sais pas, moi, je voudrais comment je pourrais donner un exemple sur la voiture, quoi. Voilà, je trouve que mon pneu, à chaque fois que je roule avec cette voiture, j'ai mon pneu avant qui crève. Bon, je change la roue, mais peut-être c'est de comprendre pourquoi il crève tout le temps et pourquoi il se dégonfle tout le temps. Peut-être qu'il y a un problème sur l'avant gauche de la voiture. Vous voyez, donc il y a des solutions. Des fois, c'est bien d'aller chercher l'origine du problème plutôt que d'aller trouver une solution. Ouais, écoute, voilà, on va faire un régime, on arrête de manger des pâtes. Ça reviendra. C'est d'essayer de comprendre pourquoi je réagis comme ça, pourquoi mon organisme réagit comme ça, parce que ça a un sens. C'est le sens biologique. L'inconscient est intelligent, il réagit à notre place lorsque nous ne trouvons pas la solution.
Ensuite, une fois que vous avez persévéré, c'est essentiel d'avoir la foi. Ayez la foi en vous, en votre objectif, en votre entourage, en celui qui vous accompagne, en votre objectif que vous avez, vous, choisi. Ayez la foi en votre plan. Croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en celui qui vous accompagne, si vous ne croyez pas en votre objectif, il ne se passera rien. C'est essentiel de croire en vous, croire en la vie, croire en votre entourage, croire que c'est possible. Et encore une fois, que vous ayez raison ou tort, si vous croyez que vous avez raison, vous y arriverez. Si vous croyez que vous avez tort, vous avez raison aussi. Donc, si vous croyez que vous allez vous planter, vous vous planterez et vous aurez raison. Si vous êtes sûr et vous croyez que vous allez réussir et vous aurez raison. Vous avez toujours raison dès que vous croyez en ce que vous êtes, en ce que vous faites et en ce que vous avez. Donc, peu importe que vous ayez raison ou tort, dès que vous croyez, ça confirme que vous aviez raison ou pas, encore une fois. Donc, quand vous croyez à un mensonge, tant mieux, si ça vous fait du bien. Quand vous croyez en quelque chose de faux, tant mieux. Quand vous croyez en quelque chose de vrai, tant mieux aussi. Mais encore une fois, c'est tout simplement vos croyances, votre foi qui va être essentielle. Ensuite, quelque chose de très important, c'est l'attitude mentale positive. Ça, c'est essentiel, comme on dit, de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Ayez cette attitude. Cette attitude, elle déteint sur les autres. Donc, si vous déteignez cette attitude mentale positive, vous allez recevoir des gens qui sont dans cette même attitude, dans cette même énergie. Donc, encore une fois, gardez cette attitude mentale positive. Donc, encore une fois, c'est peut-être de bien vous faire accompagner, d'avoir un bon objectif, de rester toujours dans ce move, dans ces actions, pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Mais cette attitude, elle se travaille au quotidien. C'est important d'alimenter cette attitude, important de vraiment vous nourrir de cette attitude, important de vous nourrir de ces personnes qui sont dans cette attitude, dans cette énergie. Parce qu'on est l'effet miroir, on attire ce que l'on est. Donc, si vous êtes positif, vous allez attirer des gens positifs. Donc, ayez cette bonne attitude et vous allez voir qu'il va se passer des choses autour de vous qui vont vous ressembler. Ensuite, de l'autodiscipline. Là, l'autodiscipline, ça ressemble un petit peu à la persévérance. L'autodiscipline, c'est accepter le changement. Accepter de peut-être dire maintenant, je mange différemment, je me lève plus tôt, je fais peut-être du sport, j'accepte d'avoir un coach sportif ou de manger différemment. Ça, c'est l'autodiscipline. Au début, je ne vais pas dire que c'est extraordinaire au début parce que ce n'est pas ordinaire. Donc, au début, c'est compliqué. Protégée, paisible et toujours positive. Exactement. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, c'est très intéressant d'avoir cette discipline. À force, au début, c'est compliqué. C'est comme, vous savez, quand on fait du sport, au début, on fait des coups droits, des revers. Moi, j'étais dans le tennis, donc au début, on répète, on met tout dans le filet, on met tout dehors. Mais à force de faire ces choses qui ne sont pas ordinaires, qui sont extraordinaires, mais après, on sait faire ces choses extraordinaires. Et après, votre vie est extraordinaire. Donc, c'est vraiment important de faire des nouvelles choses. Si vous voulez qu'il y ait du changement dans votre vie, changez quelque chose. Ne répétez pas les mêmes choses. Changez et faites des choses nouvelles, des choses différentes, des choses extraordinaires pour que votre vie soit extraordinaire, qu'elle ne soit plus ordinaire, tout simplement. Et je vais terminer, ça va, je suis dans les temps, difficile de rester dans l'heure. La volonté d'évoluer. Ah, ça, c'est important aussi. Vous pouvez vous faire entourer par un coach, par un thérapeute, un grand frère, un prof, tout ce que vous voulez, un conseiller, un mentor. Avoir cette volonté. Elle fait partie un petit peu d'autodiscipline et de la persévérance, mais si vous êtes dans cette attitude mentale positive, quand vous avez la volonté de progresser, d'évoluer, vous allez avancer pas par pas, marche par marche, palier par palier, et vous allez avancer pas à pas, petit pas après petit pas, sans mélanger, encore une fois, vitesse et précipitation, mais en avançant toujours, en progressant toujours. Donc, ayez cette volonté et vous serez récompensé d'avoir cette volonté. Et si vous l'avez, vous allez attirer des gens qui l'ont également. Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est OK pour vous? De toute façon, elle est enregistrée, cette conférence. Je pourrais vous la renvoyer si vous le souhaitez. J'ai été un petit peu rapide parce qu'encore une fois, j'essaie de parler vraiment de vous faire comprendre que ce processus, il est essentiel pour atteindre n'importe quel objectif. Manger de la qualité avec plaisir et pas de la quantité avec dégoût, sinon vous allez être plus vite en hypoglycémie, rappelez-vous. Pensez aux différents conflits. Où est la graisse sur mon corps? Quel sens ça peut avoir? Quelle utilité ça peut avoir? Quel rôle peut avoir cette graisse sur moi? Encore une fois, donc il y a eu une raison à un moment donné, tiens, depuis quand j'ai eu ça? Qu'est-ce qui fait? Tiens, est-ce que je voulais qu'on me voit? Est-ce que je voulais être protégé? Est-ce que je voulais me protéger ou avoir de la valeur peut-être? J'étais trop maigre ou pas? Ou on ne me regardait pas, donc maintenant on me voit quand j'arrive quelque part. Vous voyez, c'est vraiment donc essayer de faire un petit retour sur ce que je viens de vous échanger pour que vous puissiez mettre un sens à tout ça. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez retenu quelques petites choses? Est-ce que ça a du sens pour vous? Comment c'est pour vous? Là, est-ce que vous avez
2, 3 petits retours à me faire avant que je vous libère. Dites-moi tout. Si c'est OK pour vous, vous pouvez simplement me faire un pouce, chacun, toutes celles et ceux qui sont encore connectés. Si c'est OK pour vous, vous pouvez me faire un pouce. Alors ici, j'ai vu qu'il y a encore ici. Vous pouvez faire un pouce dans le chat. C'est OK, parfait. De toute façon, on aura l'occasion de se reparler parce qu'apparemment, les gens qui sont là, je les vois toutes. Donc, on pourra se revoir pour qu'on en parle davantage. Mais si c'est OK, c'est parfait. Vous pouvez mettre un petit pouce pour celles et ceux qui sont encore là. Et puis, c'est parfait. Il y en a que je vois dans la semaine, il y en a que je vois la semaine prochaine. OK, parfait. Bon, très bien. Écoutez, j'ai été dans les temps. Hein, j'ai voulu tenir 1 heure. C'est OK pour tout le monde? OK, les pouces, ouais, ça marche. Donc, je vais vous libérer. De toute façon, on se retrouve, il y en a beaucoup que je retrouve dans la semaine et il y en a que je retrouve la semaine prochaine. Mais merci, je crois en moi, je vais y arriver. Merci d'être là. Magnifique. Merci Nathalie, merci Sana. Mais oui, mais de toute façon, moi, je vais tout simplement vous accompagner, vous guider. Mais en tout cas, je vais vous booster pour que vous avanciez et ça va le faire, quoi. Ça va le faire. C'est comme si vous étiez en train de faire un match de tennis, c'est comme si vous étiez en train de gagner un challenge, une compétition. À part que là, vous tout simplement mincir ou comprendre des choses. C'est pas forcément, vous n'êtes pas tous dans le souhait de mincir ou de gagner en légèreté. Vous avez d'autres objectifs. Chacun a ses objectifs. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Est-ce que je vous libère? Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. C'est OK pour vous? Si c'est bon pour vous, vous pouvez me faire un petit pouce. Et à ce moment-là, je libère toutes celles et ceux qui étaient encore là. Et autrement, la conférence était enregistrée, donc je pourrais vous la transmettre. Je vous souhaite une bonne soirée à vous aussi. Merci, à demain pour celles et ceux que je vois demain exactement, et les autres un autre jour. Bonne soirée, merci beaucoup de votre écoute, et je vous dis à bientôt. Bye bye.